C'est con, ne faites pas... De retour dans l'Africa Newsroom, Monsieur Sousa est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jemal Taleb et Alfred Chango. L'Égypte a réussi son retour sur le marché international de la dette en levant 1,5 milliard de dollars grâce à un eurobond. La note souveraine de l'Égypte a été dégradée à plusieurs reprises par les agences de notation en raison des troubles politiques et sécuritaires depuis les événements de 2011. 2011, c'était l'année de la révolution populaire. Aujourd'hui, la page semble être tournée vers la relance économique du pays. On fait le point avec ce sujet de Birama Saounera. Après 5 ans d'absence, l'Égypte réussit son retour sur le marché international de la dette. Elle a levé 1,5 milliard de dollars grâce à un eurobond d'une maturité de 10 ans. Le livre d'ordre de cet eurobond, dont le taux a été fixé à 6%, a atteint plus de 4,5 milliards de dollars. À travers cet emprunt obligataire, l'économie égyptienne semble désormais remonter peu à peu la pente grâce à un retour progressif à la stabilité politique. L'Égypte a subi plusieurs années de déstabilisation à cause du processus révolutionnaire de 2011 et par la suite de la destitution du président Morsi. Ces événements-là politiques ont anémié l'économie égyptienne. Le président égyptien a réussi à rassurer les investisseurs afin de relancer l'économie égyptienne. Dans le cadre de la relance économique, cet emprunt obligataire contribuera à financer plusieurs projets en Égypte, notamment l'agriculture et le tourisme, qui constituent des secteurs clés de l'économie du pays. L'impact de cet eurobond sur l'économie égyptienne sera positif. Premièrement parce que l'Égypte pourra émettre d'autres rebonds à l'avenir et donc financer son économie via un emprunt extérieur, ça c'est très important. Maintenant, la redistribution de cet eurobond dans l'économie égyptienne va très certainement profiter au secteur agricole qui est en pleine relance en Égypte et le secteur industriel, notamment celui du tourisme qui a été fortement impacté lors de l'instabilité politique. Depuis l'accession du président Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir en mai 2014, l'Égypte multiplie des actions pour combler son déficit public et rembourser sa dette internationale. D'ailleurs, le 7 mai 2015, la Banque centrale égyptienne a annoncé l'émission des trésors d'un montant de 1,25 milliard de dollars avec échéance d'une année. Alfred, qu'est-ce que ça veut dire ce retour sur le marché de la dette, que les investisseurs ont de nouveau confiance en l'Égypte? Oui, je pense qu'il y a ce retour de confiance envers l'Égypte. Il y a aussi un encouragement vis-à-vis de Al-Sisi pour justement lui permettre d'asseoir son pouvoir, d'asseoir son autorité. On sait que les islamistes, les frères musulmans, contestent toujours son pouvoir. Et donc, il a besoin de l'appui de la communauté internationale. Et je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans cette situation-là, c'est que les États-Unis, qui avaient cru à un certain moment faire respecter justement l'élection démocratique de l'ancien président Mohamed Morsi, en se désengageant de l'Égypte, ont fini par comprendre que ils avaient commis une erreur puisque les pays arabes, en particulier l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., ont financé, soutenu, et que la France aussi a été derrière Sisi et que donc ils sont en train de revenir. Donc il y a un retour de confiance dans la politique qui est mise en place pour stabiliser, parce que de toute façon, si sur le plan économique et sur le plan social, il y a une forme de stabilité qui s'installe, effectivement, Al-Sisi peut gouverner tranquillement, entre guillemets. Et donc là, effectivement, il est en train de petit à petit ramener l'Égypte dans le grand jeu politique international et géopolitique, géostratégique même de la région. Jemal, vous êtes d'accord, cet eurobond signe le grand retour de l'Égypte, comme le disait Alfred, sur la scène internationale? Alors, il y a 2 ans, on n'aurait pas beaucoup parié sur le président Al-Sisi. Oui. Incontestablement, il est arrivé dans des conditions dramatiques, il a mis fin à un processus démocratique qui est réel, et donc personne n'aurait parié sur lui. Ceux comme moi qui considèrent que la stabilité est aussi une liberté et que la première des libertés c'est aussi la sécurité, sont plus nuancés, et donc même nuancés, on n'aurait pas supposé, imaginé que le président Al-Sisi allait gagner son pari. Il est en train de le gagner, il est en train de le gagner pour beaucoup de raisons. D'abord, il devient le pays stabilisateur de la zone.
Deuxièmement, il devient le gendarme de beaucoup de pays autour. Sans lui, la guerre saoudienne au Yémen n'aurait pas eu la valeur qu'elle a aujourd'hui. Et donc, son rôle central, fondamental, important auprès de la monarchie saoudienne lui donne un crédit sérieux. Et donc, il bénéficie d'un appui économique, financier important, même si l'Arabie saoudite elle-même a ses difficultés et qu'elle bénéficie elle-même du crédit de la dette internationale. En tout état de cause, là, la note de l'Égypte n'est pas bonne. Et en dépit de cela, elle bénéficie d'un crédit important. Troisième chose, c'est que le taux d'intérêt est très élevé, on est autour de 6%. 6%, c'est assez important. Mais en tout état de cause, c'est que même à 6%, les emprunteurs, les prêteurs, acceptent de vous prêter de l'argent. C'est-à-dire qu'ils croient à votre capacité à la fois donc, de rembourser et de stabiliser une situation. Bravo pour l'Égypte. L'Union économique et monétaire ouest-africaine s'inquiète du faible taux de bancarisation dans les 8 États membres. Ce taux est un peu plus de 10% au sein de certains pays de l'espace. C'est le cas du Togo qui a pourtant vu ces dernières années plusieurs banques s'implanter. On fait le poids avec ce reportage d'Emema Kofi. Le Togo abrite plusieurs banques régionales. Plus de 10 banques y sont actives. Ces 3 dernières années ont été surtout marquées par l'arrivée de près de 5 nouvelles institutions bancaires, à l'instar de 2 banques marocaines. En dépit de cela, le taux de bancarisation reste toujours faible, selon une étude relative à l'inclusion financière de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été menée grâce au concours de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Nous sommes à la phase de préparation de la restitution et l'étude là montre que à fin 2013, début 2014, le taux de bancarisation était au-delà de 12%. Et ça, c'est strictement les opérations bancaires. Maintenant, si on ajoute la microfinance, on est au-delà de 20%. Si on veut élargir l'analyse pour aller vers les établissements financiers, pour aller vers la poste, pour aller vers les opérations du trésor, on est pratiquement à 40% de taux de bancarisation. Donc ça dépend des éléments qu'on met dans les calculs pour faire les analyses. L'implantation des banques au Togo a certes amélioré le niveau de bancarisation de la population, mais pas au rythme souhaité. Si de nouvelles banques choisissent le Togo comme pôle de destination, c'est surtout grâce à l'amélioration du climat des affaires. Il y a un potentiel de croissance énorme qui peut profiter aux banques. Il y a un besoin d'investissement et les entreprises ont retrouvé leur dynamisme, donc on a besoin des banques qui puissent les accompagner. Alors, ce qui a amené aussi les banques de venir sur place aussi, il faut avouer qu'avant, la plupart des banques étaient des banques étatiques. Les banques d'État étant en difficulté, n'ayant plus la confiance de leurs clients, donc il y a de la place pour que des banques privées viennent et prennent cette clientèle en fait, pour supplier au manque de dynamisme des banques d'État. Un travail de sensibilisation sur l'importance de disposer d'un compte bancaire et de faire ses opérations d'achat via une plateforme technologique est aussi recommandé. L'objectif de l'UEMOA est d'atteindre un taux de bancarisation de 20% en 2015. Monsieur Sousa, plusieurs facteurs expliquent ce faible taux de bancarisation sur le continent africain. Oui, si vous me permettez, effectivement, de reprendre rapidement sur le cas de l'Égypte. Si vous me permettez 2 secondes. Alors, ça rejoint justement... Voilà, alors très rapidement, M. Sousa, oui, parce que là, on est dans la partie UEMOA, mais allez-y très rapidement sur l'Égypte. Moi, je vois qu'il y a 2 volets dans cela. Il y a 2 volets. Le premier levier pour qu'un pays soit stable et puisse attirer les investisseurs, c'est d'abord la sécurité. La sécurité, c'est très important pour une nation parce que chaque investisseur a besoin de mesurer les risques. Lorsqu'il y a la sécurité, il ne peut pas y avoir des investisseurs. Ils craignent le risque. Le deuxième volet, c'est aussi la vision des leaders. Quand un leader a une vision, a un objectif clair, il peut arriver effectivement à faire ce qu'on peut appeler les miracles économiques, tels qu'en Égypte, et cela est en train de se faire. Bon, prenons le cas du Togo dont on parle tout à l'heure. Bon, mais c'est un pays qui a toujours été géré par, si vous voulez, la même équipe qui aurait pu effectivement aujourd'hui être un pays l'oulala a changé de donne à peu de temps quand il est arrivé. Bon, donc
vu que les élections sont passées, certainement, ça peut inspirer la confiance aux investisseurs qui peuvent penser que le retour de la confiance y est, la sécurité y est, et puis ça peut attirer les gens. Alors, donc, les banques ne peuvent pas se développer dans une nation si les investisseurs ne y trouvent pas d'intérêt. C'est pour cela que le cas du Togo, je pense que c'est intéressant. Au niveau de l'Afrique, il y a une croissance énorme, mais dans certains pays, elle ne profite à personne, cette croissance. Notamment le cas du Congo, par exemple. Donc, il y a d'autres pays qui sont des vaches à lait, qui ne profitent de rien. Bon, s'il y en a qui font des efforts de cette manière, c'est déjà pas mal. Alors, Jemal, on sait, les populations africaines ont du mal à faire confiance aux institutions bancaires et pourtant, il n'y a toujours pas de grande campagne de sensibilisation pour sensibiliser justement ces populations à ouvrir un compte en banque. Mais parce que vous pouvez les sensibiliser comme vous le souhaitez, je ne pense pas que ce soit la seule méthode qui donne des résultats probants. Le taux de bancarisation en Afrique est très faible de façon générale. Il n'est pas très faible au Maghreb, donc la partie nord du continent africain. C'est-à-dire qu'il y a une explication. Il y en a beaucoup. Il y a celle qui est liée donc au pouvoir d'achat des gens, il y a celle qui est liée sans doute à l'importance de la classe moyenne ou pas, et puis il y a celle qui est liée au taux directeur. C'est-à-dire que pourquoi ouvrir un compte? D'une part, on ne fait pas confiance, mais ça existe. Vous savez, le vieux coussin sur lequel on met de l'argent, ou le vieil machin où on met son argent, c'est classique. Et c'est encore très développé dans beaucoup de nos pays. Mais l'autre explication, c'est le taux directeur. C'est-à-dire que même les classes moyennes, elles, ne se bancarisent pas toujours parce que l'accès au crédit, l'idée, si c'est de déposer son argent dans une banque et de le récupérer le lendemain, n'a aucun intérêt. Une banque, c'est d'abord un agent économique important et donc si cet agent économique ne participe pas avec vous à votre vie économique, c'est compliqué. Et donc quand le taux directeur est très élevé et que le taux après pratiqué par la banque est autour de 20-25%, il est juste impossible de faire de la banque. Et donc ne vous plaignez pas après que le taux de bancarisation est faible. Toutefois, je remarque que la bancarisation est aussi possible par d'autres méthodes, c'est-à-dire que les opérations de téléphonie mobile se font et donc ça se fait quelque part de la banque. C'est-à-dire que la banque classique, elle, il lui manque quelque chose pour qu'elle réussisse l'opération qui est chez elle escomptée. L'idée en réalité, c'est que les banques, dans souvent beaucoup de nos pays, n'ont pas ce rôle-là économique qu'elles jouent et donc elles jouent un deuxième et bien entendu, elles ratent le coche. Enfin, c'est un mouvement qui remonte tout le temps et qui va remonter, je n'ai aucun doute. Merci Jemal d'avoir été avec nous. Merci Amira, ça fait plaisir. À moi aussi. Merci à vous également Alfred, désolé pour la dernière partie, j'ai pas eu le temps de vous interroger mais on est en manque de temps ce soir. D'accord, mais très heureux d'avoir été sur ce plateau avec vous et puis merci encore et puis à mes très chères téléspectatrices aussi de leur accueil. Merci à vous également Monsieur Sousa, vous êtes président du CRAC et également candidat à l'élection présidentielle de 2016 au Congo. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie infiniment madame de m'avoir invité sur ce plateau, de dire le peu de mots que j'ai pu dire sur le Congo et sur le continent africain. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette émission, vous l'aurez compris, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini puisqu'on se retrouve demain pour une émission, une semaine toujours consacrée au Congo. À très vite.